60 000 pensées par jour. Nous avons environ, en moyenne, 60 000 pensées par jour. Et, d'une journée à l'autre, 90% de ces pensées sont les mêmes. Autant dire que nous fonctionnons en mode automatique, avec toujours les mêmes pensées, et que nous sommes occupés par de multiples pensées toute la journée. Pourtant, ces pensées vont fabriquer des émotions et vont fabriquer des comportements. Ce qui signifie que toutes ces pensées que nous avons d'une journée sur l'autre et que nous continuons à entretenir sans nous en rendre compte, fabriquent littéralement nos vies. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer à quel point nous sommes le produit de nos pensées et à quel point nous avons la capacité, en prenant conscience de ces pensées, en les changeant, de changer notre vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique de Résilience. De très nombreuses études, de très nombreuses recherches ont prouvé les conséquences que peuvent avoir les pensées sur notre fonctionnement et sur notre vie. Par exemple, une étude publiée aux États-Unis a été réalisée sur 70 000 femmes. Dans cette étude, on est allé vérifier que les femmes les plus optimistes, à travers des tests notamment, avaient en moyenne une longévité supplémentaire de 15%. À l'inverse, une étude publiée par l'université de Cambridge en 2019 a montré que les personnes qui avaient des pensées négatives récurrentes avaient 40% de chances de plus de devenir dépressives. Vous le savez peut-être, Napoléon Ier par exemple, avant de faire un général maréchal, l'interrogeait et lui posait une question clé: avez-vous de la chance ? Pourquoi est-ce qu'il posait cette question ? Parce qu'il considérait que pour gagner la guerre, très souvent, il fallait avoir de la chance, que ça tenait à pas grand-chose. Et il savait que quelqu'un qui pense qu'il a de la chance va avoir plus de chance que quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de chance. De la même manière, et je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, une étude réalisée dans les années 30 aux États-Unis avait démontré que des instituteurs à qui on avait fait croire que leurs élèves étaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient, avaient en fait réalisé au bout d'un an une augmentation de l'intelligence des élèves concernés. Ceux-ci, étant mieux considérés par les enseignants, commençaient à avoir des pensées plus positives sur eux-mêmes et en devenaient plus intelligents. Et ce qui est intéressant dans cette étude, qui a d'ailleurs été réalisée plusieurs fois ensuite au cours des années suivantes, c'est que le simple fait de se penser plus intelligent change le fonctionnement de notre cerveau et augmente, avec des tests à l'appui, notre intelligence. Je pourrais multiplier les exemples de recherches, de travaux, et si vous voulez en savoir plus sur l'influence biologique, physique de nos pensées, je vous invite à lire le livre de Bruce Lipton, La biologie des croyances. Il y fait une récapitulation de dizaines et de dizaines d'études sur le sujet, aussi bien sur la pensée positive que sur la méditation, que sur la croyance en l'avenir, toutes ces questions, et il montre à quel point il y a un effet direct physiologique. L'autrice Catherine Ponder résume assez bien ces idées à travers la citation suivante. Elle dit: « Vos pensées ont fait de vous ce que vous êtes. Et, ajoute-t-elle, elles feront de vous ce que vous deviendrez à partir d'aujourd'hui. » Et justement, c'est la question que je veux vous poser. Qu'allez-vous faire de vos pensées à partir d'aujourd'hui ? À partir du moment où vous comprenez, à travers les explications que je vous donne, à quel point nos pensées sont en mode automatique, elles fabriquent des émotions, elles fabriquent des comportements, et finalement, elles fabriquent votre vie, alors ça veut dire que vous pouvez changer votre vie en changeant vos pensées. Pour ça, vous avez une première chose à faire, c'est d'abord de chercher à prendre conscience de vos pensées. Par exemple, vous allez repérer, si vous êtes un peu attentif, que vous avez beaucoup de moments, pour certains d'entre vous, où vous dites du mal de vous. Par exemple, vous allez vous dire « Zut, j'aurais dû y penser. Ah, mais comment ça se fait que j'ai pas anticipé ? Ah là, je m'y suis mal pris. Ah là, c'est bien moi ça. J'arrive jamais à faire ça. » En réalité, sans vous en rendre compte, vous êtes dans un processus d'auto-dénigrement, et parce que vous vous auto-dénigrez, vous vous auto-diminuez. Vous avez ainsi de multiples mécanismes quasiment automatiques dont vous n'avez aucune conscience. Je vous donne encore un exemple. Ça peut être des pensées du type « j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, ça c'est pour d'autres », etc., etc. Ou vous allez vous comparer.
comment ça se fait, les autres y arrivent et pas moi. Tous ces mécanismes-là sont des mécanismes d'auto-sabotage, très présents pratiquement chez chacun d'entre nous. Et dès lors que vous en prenez conscience, vous accédez déjà à quelque chose de très important, c'est que votre vie n'est plus la conséquence automatique de vos pensées, mais que vous pouvez revenir sur vos pensées. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Les substituer. À chaque fois que vous vous entendez vous dénigrer, faites l'inverse. Ah, j'aurais dû anticiper. Ah non, je me suis plutôt bien préparé. Et c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de négatif que je dois en tirer la conclusion que j'aurais dû mieux anticiper. À partir du moment où je fais ça, c'est l'autodénigrement. Ou par exemple la pensée, ah, j'ai jamais de chance. Oui, mais regardez le nombre de fois où vous avez eu de la chance et vous ne l'avez pas repéré. Vous êtes en train de vous garer et comme par hasard, il y a quelqu'un qui quitte sa place juste devant vous. Vous vous garez. Vous n'y prêtez pas attention. Vous vous dites pas, ah, qu'est-ce que j'ai de la chance. Par contre, la fois d'après, parce que quelqu'un aura pris une place juste devant vous, vous allez vous dire, ah, j'ai jamais de chance. Ça, c'est simplement un mécanisme intellectuel. C'est une histoire que je me raconte à propos de moi. On peut constater, et vous avez un courant de thérapie qui s'appelle les pratiques narratives, qui est né en Australie. Et en fait, que dit ce mouvement? Il dit, au fond, chacun d'entre nous, nous sommes l'histoire que nous nous racontons à propos de nous. Vous avez des personnes, par exemple, qui vont vous dire « Ah, mais moi, je réussis tout ce que j'entreprends ». Si vous discutez avec eux, vous verrez qu'ils ont connu de multiples échecs, mais par contre, ils n'ont retenu que les moments où ils ont réussi. Et parce qu'ils ont retenu ça, ils peuvent échouer plus facilement, continuer à réussir, et c'est vrai qu'à la fin, cette pensée va fabriquer de la réussite. Vous avez des personnes qui considèrent, quoi qu'il arrive, dans tous les environnements professionnels, elles se retrouvent toujours dans des équipes où on ne va pas les reconnaître. Elles se racontent cette histoire-là. Mais à chaque fois qu'un de leurs supérieurs hiérarchiques leur ont fait un compliment ou se sont intéressés à leur travail, eh bien, ils ne l'ont pas retenu. Ce que je vous décris là, c'est ce que nous appelons la construction sociale de la réalité. Ça veut dire j'ai 60 000 pensées, c'est toujours à peu près les mêmes, et ces pensées ont été fabriquées par un mécanisme à la base du cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur et dont le travail c'est de faire le tri. Parce que votre cerveau n'arrive pas à gérer toutes les informations, donc il choisit. Et quand il choisit, il va choisir dans la réalité en fonction de vos pensées. Donc si vous pensez que la société est de plus en plus violente, vous verrez de plus en plus de violence. Si vous pensez que les gens sont fondamentalement généreux, vous allez voir des gens généreux. Et si vous pensez que vous-même, vous êtes en capacité de faire face à votre vie et de construire votre vie, vous allez y parvenir. Vous aurez les mêmes difficultés qu'une autre personne qui se sentira incapable. Les mêmes. Simplement, comme vous aurez ce sentiment d'y arriver, vous allez y faire face. Et comme vous allez y faire face, ça va conforter l'idée que vous vous en faites et ça va fonctionner comme un cercle vertueux et ça va changer votre vie. Ce que je vous dis là a une conséquence qu'il faut que vous voyez bien, c'est qu'au début, prendre conscience de mes pensées d'abord n'est pas si facile. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais être obligé de me forcer. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude, par exemple, de me plaindre tout le temps ou de me vivre comme une victime, eh bien il va falloir que je me force progressivement à voir à quel point je ne suis pas une victime et à quel point il y a des personnes qui m'aident, qui me soutiennent, qui m'apportent des informations, qui m'apportent un sourire, etc., etc. Et dans un premier temps, c'est un effort. Pourquoi? Parce que comme d'une journée à l'autre, nous pensons les mêmes choses, nous avons pris des habitudes et nous sommes devenus ce que nous pensons. Et évidemment, rompre avec ça, rompre avec soi-même, rompre avec ses pensées, va vous demander un effort. Mais je peux vous le dire, cet effort vaut la peine parce qu'en changeant ma manière de penser, ma manière de voir le monde, de regarder le monde, de me vivre comme personne, en changeant l'histoire que je me raconte à propos de moi-même, et comme le dit si bien Catherine Ponder, changez vos pensées et vous changerez votre vie à partir d'aujourd'hui.